Salutations. Un nouvel épisode où je vais faire, on va dire, de l'impro totale. Je ne sais pas trop où je vais aller. En fait, je voudrais évoquer le sujet de la psychanalyse. En fait, pourquoi les personnes ont besoin donc de se tourner vers cette discipline ou cette science. On va dire, pourquoi ont-elles besoin d'un tiers, de quelqu'un d'extérieur à elles-mêmes afin d'avoir accès à leur intériorité, c'est-à-dire là où elles sont censées pouvoir interagir pardon, le mieux possible. Bon, j'avais déjà évoqué le terme, la thématique du stoïcisme. En fait, ce qui est intéressant pour pouvoir comprendre le monde, comprendre le cosmos, donc en fait, nous comprendre nous-mêmes. Et nous comprendre nous-mêmes, c'est comprendre donc l'immensité, la globalité. Donc on renvoie au cosmos. En fait, tout est comme ça, tout est communicatif. Tout communique en fait, dans les deux sens. En fait, c'est là où est l'erreur, c'est de vouloir faire des scissions. Mais en même temps, la scission, elle peut avoir un attrait d'un point de vue didactique, c'est-à-dire faire de l'ontologie, pouvoir en fait décortiquer euh, les, euh, les savoirs, les disciplines. Donc, ça peut amener, logiquement, quand on fait la somme de toutes ces sciences, nous ramener à l'épistémologie, en fait. Donc, nous ramener à l'unité. Là où on se dit tout d'un coup, oh mince alors, toutes les pièces du puzzle finissent par s'imbriquer les unes aux autres. Voilà. C'est pour ça que moi je trouve beaucoup de similitudes en fait entre la philosophie, la psychanalyse, le fonctionnement du corps humain, du cerveau, la physique, la, 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 la physique quantique, ou alors la théorie de la relativité générale d'Einstein en fait, qui est donc, eh ben, on passe à l'infiniment petit, donc de la physique quantique, pour passer à l'infiniment grand, donc la théorie de la relativité générale, euh, s'appuyant sur les travaux de Isaac Newton, donc la mécanique classique, qui lui-même s'appuyait aussi sur la philosophie, ou du moins la philosophie était, en fait c'est une dynamique elle-même inspirée par ses propres observations, parce qu'on passe notre temps à observer notre environnement. L'être humain ne fait que retraiter, en fait, retraiter, et ensuite il imite, il interagit sur la matière pour pouvoir en faire quelque chose de plus ordonné. En fait, nous sommes soumis donc au cosmos, cosmos qui signifie en grec ancien ordre, l'ordre général, l'ordre du monde. C'est un petit coup de pouce au panpsychisme, on va dire, pour faire avancer, le schmilblick, qui est, euh, qui est notre globalité. Je sais pas si je suis assez clair. En fait, j'utilise mes termes, en fait. Donc, moi, ça me parle effectivement, parce que aussi j'ai conscience de ça. Je fais aussi de la, bah, de la, de la méta-analyse, de la métacognition. Donc, je me vois faire, en fin de compte. Je me vois faire, je vois où vont m'amener mes mécanismes, c'est-à-dire ce que d'autres utilisent, schéma ou automatisme. En fait, ouais, j'utilise les termes de schéma ou mécanisme. Oh, enfin, de toute façon, vous voyez très bien, je pense, où je veux en venir. Donc, les personnes ont besoin de se tourner donc vers la psychanalyse comme Lacan. En fait, ceux qui se revendiquent donc lacanien, euh, se basant d'ailleurs aussi sur le père de la psychanalyse, donc Sigmund Freud, celui qui l'a théorisé et mis en place à grande échelle,
qui est que bah, en fait, le praticien reçoit son patient avec lequel il faut être patient à son tour, c'est-à-dire avoir beaucoup de patience. En fait, il ne faut pas brusquer la personne lorsque j'allais dire on la reçoit, mais je ne suis pas psychanalyste. Oula, euh, on la reçoit pour parler d'une façon neutre en fait. On la reçoit. Bon, on va utiliser ce terme-là. Alors, il faut l'amener donc à ce qu'elle puisse parler d'elle-même, mais tout en ayant une attitude froide, parce que elle va faire appel en premier temps à son pathos, et il faut quelque part qu'elle puisse se sentir en sécurité au point qu'elle finisse par échanger des informations d'elle-même et d'une manière froide, de façon à ce qu'elle puisse déjà percevoir en fait la subjectivité des interprétations qu'elle pose euh, sur elle-même. Donc qu'elle-même puisse s'extraire du dualisme. Et en fait, à chaque fois, il faut la renvoyer à son enfance parce que c'est là que trouvent les racines de la construction psychique qui est faite en fait que de couches successives de référentiels empilés les uns sur les autres. Donc il faut avoir accès au tout premier référentiel, celui qui part à la base de tout en fait. On va dire le kilomètre zéro de son réseau routier que sont ces interprétations. Voilà. Voilà, c'est le calcul originel, on va dire, ou alors la particule de Dieu que recherchaient les physiciens. Et ben en fait, c'est quoi? C'est là le moment où l'enfant a pu commencer à se positionner face aux premiers individus auxquels il dut interagir. Et comme sa cognition était automatiquement eh ben, pas développée, puisqu'il était vraiment bah, l'image de l'enfant nu, en fait, voilà, de l'image du, le fait qu'il se sente totalement dépourvu, en fait, sans outils, dans un état d'innocence face à des individus qui ont déjà avancé dans leur existence, donc déjà plus construit que lui-même en fait. Voilà, il se sent quelque part ouais, désemparé face à cela, mais tout ça c'est inconscient en fait. Enfin, plus inconscient en fait. Là où ce que l'on nomme nous inconscient en fait, c'est là où se trouve la conscience réellement. C'est-à-dire quand le corps n'interagit pas, quand le corps ne prend pas toute la place. C'est pour ça qu'on dit l'inconscient, mais en fait, l'inconscient, c'est là où on a plus accès à la conscience de la personne, là où elle puisse s'exprimer réellement, bah là où elle a fait réellement une expérience des choses d'elle-même, parce qu'elle-même est ouais, un objet mobile pour vous renvoyer à mes autres vidéos. Et donc, bah, elle se définit face au papa et à la maman dans les premiers instants de sa vie. Et on me dira, oui, mais il pouvait pas, il n'avait pas accès encore à la parole, peut-être, mais il avait déjà accès à la communication. Et oui, nous sommes dans un monde de communication, tout communique. Donc l'enfant, pour prendre quelques images simples, comment communique-t-il avec ses parents? Pourquoi se sent-il si proche de la mère dans les premières années? Parce que la mère lui apporte à manger, lui apporte réconfort. Le contact de la peau, la chaleur, l'odeur de la mer, là où il ne peut trouver que nutriments, c'est-à-dire en passant par son sein ou le biberon, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a aussi tout ce qui est, comment dire, rapport du père à l'enfant qui a évolué parce qu'on essaie de créer quand même un point d'égalité entre les deux parents. De façon à ce que le père soit plus investi dans ces premières années-là, de façon à ce que l'enfant s'attache plus profondément à lui, se réfère plus à lui. Vous voyez? Moi, je ne vois
pas ça du tout comme étant quelque chose de mal d'après mon référentiel. En fait, c'est ça, il faut que je décortique au maximum, que je vous pose le plus de mots, que je construise plus mes phrases, hein, de façon à ce que vous puissiez mieux voir, du coup c'est logique, où je vais en venir. Et peut-être vous apercevoir qu'il n'y a aucune... j'essaie de m'extraire au maximum de mes émotions qui sont expression de mes jugements construits sur mes référentiels en fait. Voilà, de toutes ces notions de bien et de mal, et tout ce sac de nœuds qui fait que on se retrouve encore plus pris dans des couloirs d'un labyrinthe et on en trouve encore moins la sortie, vous voyez. Mais par contre, dans l'immédiateté, ça évite de se prendre par exemple une des parois du labyrinthe en pleine gueule. Tiens, la paroi, elle est là. Paf. Alors tu tournes à gauche ou tu tournes à droite. Tu peux pas aller devant. On ne peut pas commencer à raisonner en pensant à la globalité du labyrinthe, quelle est sa signification, où est-ce qu'il va nous conduire, et si en fin de compte le labyrinthe, j'étais moi-même part intégrante de ce labyrinthe. Vous voyez, partir dans tout ça en fait. Il faut faire un cheminement en fait. Mais le problème c'est ça, c'est que on se retrouve face à des difficultés, à des obstacles qui fait que ça nous empêche à nous élever sans partir dans des notions de tout ce qui est ésotérique, voyez, développement personnel et tout, pataquès. Mais vraiment, en fait, s'élever, comme on élève un enfant, quelque part, on est toujours un enfant. Nous devons nous élever. Avant, les parents étaient là parce qu'on n'avait pas encore, on n'était pas totalement mûr, on n'était pas encore totalement construit, on n'avait pas nos outils qui avaient pu se développer à un stade d'adulte. Donc il fallait qu'on soit tenu par la main. Maintenant, on se retrouve ce que l'on dit autonome. Je mets souvent en avant le fait que les mots nous limitent, étant donné qu'ils sont eux-mêmes limités et soumis aux interprétations. Les mots sont binaires, mais il y a une raison à cela en fait. Le fait qu'ils soient binaires et qu'on fonctionne beaucoup dans la binarité, dans l'immédiateté, en ayant une interaction immédiate, pour aller plus vite, on est obligé de passer par cette notion de binarisme. Ou alors d'un aspect très péjoratif que lorsque le mot est lâché, les gens s'étranglent, le manichéisme. En fait, le manichéisme, qu'est-ce que c'est? C'est une philosophie qui a été développée à partir du fonctionnement binaire de l'humain. Voilà, c'est un raccourci et ils en ont fait quelque chose de comme étant un courant de pensée, même carrément ils l'ont théorisé en religion. Donc je rappelle, c'était un prophète perse qui avait mis au point cette religion en fait, qui s'appelait d'ailleurs Mani. Vous voyez, en plus il ne s'est pas vraiment décarcassé la tête. On voit le but derrière tout ça quand même. À tout cela, il met son nom, hein. Il porte son nom. C'est le manichéisme, c'est-à-dire la façon de penser de Mani. Voilà. Alors donc, toi-même, tu es binaire parce que la majorité des personnes se trouvent donc dans un fonctionnement binaire parce que les événements, les éléments, tout ce qui nous entoure et puis encore plus la société nous impose donc cette façon de faire. Donc là, la conscience, vous voyez, elle ne peut pas trop s'exprimer là-dedans, elle peut juste faire une synthèse des choses, mais il faut du coup, c'est presque un engorgement de l'information, on force la conscience quelque part à interagir sur beaucoup de choses et elle-même, elle se retrouve quelque peu, on dira, submergée par ce flot continu en fait. Et la pauvre, elle essaie de ramer là-dedans. Voilà. Alors, donc, vous voyez en fait tout l'égocentrisme qu'avait Mani en donnant son propre nom à ce courant de pensée. Et donc, il en a fait une secte. Une secte, en fait, une secte, qu'est-ce que c'est? Une secte, c'est une religion qui est pratiquée par un nombre plus restreint d'adeptes. Voilà, c'est ça en fait une secte. Je le sais, beaucoup vont s'étrangler, vont s'étouffer, mais voilà. En fait, comment interpréter ça différemment quand un tiers vous impose en fait sa façon de penser en fait, qu'est-ce que la naissance, quel est le but de votre propre existence sur Terre? Quand même, il faut le faire en fait. On vous dit pourquoi vous êtes là en fait.
Donc en fait, concrètement, ça sert à quoi à ce que vous soyez incarné dans cet état d'humain maintenant à cet instant T, si de suite on vous impose, on vous dicte la conduite déjà à suivre, mais en plus la finalité de la chose. Ah bah non, bah en fait il faut pas que tu réfléchisses. Non, non, bah crève-toi les yeux, bouge-toi les oreilles, et même arrache-toi la langue, tiens, tant qu'on y est, puisque de toute façon on va tout faire, c'est déjà prédigéré. Le mixeur sociétal fait déjà tout le boulot pour toi, fait déjà tout le travail pour toi. Donc, voyez, donc en fait, il faut que là-dedans, il faut que l'individu trouve sa place, comprenne ce qu'il est, pourquoi il est là, trouve donc sa place, in fine, et tout, et également quel est le but donc de toutes ces interactions avec toute cette matière, tout ce flot continu d'informations, en fait. Mais une fois avoir fait la somme, ben, c'est la condition sine qua non qui fait que la conscience, eh ben, après être passé donc, j'utilise le terme d'un point de vue philosophique parce que j'en avais fait une publication et l'un de mes contacts avait mis le point sur le fait que le terme de catharsis avait pu évoluer et même s'est retrouvé dans dans une interprétation d'ailleurs scientifique, mais bon, la philosophie est est une science, pardon. Je parle trop vite. Bah, en fait, la catharsis a été développée par Aristote et il utilisait ce terme pour parler, pour évoquer le moment où on fait une purgation des passions en fait. Et dans la philosophie grecque, les passions sont tout ce qui se rapporte à l'émotionnel. Même moi, je mets la nuance sur le sur-ressenti ou plutôt la surinterprétation. Parce qu'en fait, ce sont nos sens qui donnent des informations à notre cerveau qui sont captées. Donc, tout ça, c'est des influx électriques qui sont lancés par nos nerfs, captés par nos synapses et ensuite par nos dendrites et qui finissent par arriver aux neurones. Et les neurones s'en créent une image. Et en fait, c'est tout ça. En fait, c'est dans l'immédiateté, c'est l'information bah ouais, immédiate en fait, qui a été soumise en amont aux raccourcis que sont bah, nos schémas ou nos référentiels qui permettent en fait de poser des images figées voilà, sur les choses en y posant une notion de bien et de mal qui font référence à notre conatus, alias notre instinct de survie. En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de philosophes qui ne veulent pas parler de morale en tant que bien et de mal, mais plutôt en tant que plaisir et douleur en fait. Mais là, on tombe dans un fonctionnement purement mécanique, un fonctionnement du corps. Vous voyez, la conscience, en fait, elle se retrouve avec ça, mais concrètement, la conscience n'en a que faire. Est-ce qu'elle veut, c'est des informations, voilà, pour pouvoir se sentir pleinement vivante et intégrante à l'environnement dans lequel elle se situe. Voilà, elle est une part des neurones de l'univers et tout cela, mais c'est même en, en m'extériorisant de mon enveloppe humaine, c'est n'importe quelle espèce vivante constitue ce réseau neuronal du cosmos, de l'univers et même la matière en fait. Je vous renvoie à des, à des études de physique quantique, mais bon, pour faire vite en fait, bah, on va prendre l'exemple de Newton, mais Newton l'avait observé, en fait, la matière est vivante. Voilà, rien n'est immuable justement, puisque tout est mouvement, tout est vivant. Voyez-vous. J'espère que je vous parais pas trop comment dire, un peu trop dispersé, dirons-nous, un peu trop dispersé. Voyez-vous, j'essaie vraiment d'être le plus concret. Voilà. Donc, en fait, pour revenir à la psychanalyse, et en reprenant d'ailleurs
l'aspect psychanalytique de Lacan. Il y a besoin de créer donc une relation de confiance dès le départ donc avec le patient qui sera reçu entre le praticien et le professionnel, praticien, vous utilisez le terme que vous voulez en fait, peu importe, du moment qu'on voit où nous nous dirigeons. Et donc, de façon à ce que justement le patient ne se sente pas, baisse les armes, c'est ça, voilà, que son ego se sente en sécurité et puis que moi, souvent, l'ego, j'ai cette image, c'est le bouclier d'Athéna. Vous voyez, la déesse de la Grèce antique, la déesse de la guerre, mais en même temps de la guerre et de la raison, en fait. Et elle brandissait donc son épée, mais aussi elle avait son bouclier. Et pour théoriser, terroriser, oui, bon, vous voyez, je veux en venir, terroriser donc son assaillant ou son adversaire, elle brandissait son bouclier sur lequel se trouvait une représentation, ou plutôt avait fusionné selon le mythe la tête de la Méduse à son bouclier, la tête qui lui a été offerte par Persée pour la remercier des armes qu'elle lui a remis afin de combattre la Méduse, pour faire plaisir, pour faire plaisir au souverain de l'île dont il était originaire. Bon, cessons la digression. Restons ici et restons sur cette route. Voilà. Alors, la tête de la Méduse qui, lorsqu'un individu croise son regard, se retrouve subitement pétrifié et transformé en statue de pierre. Et bien en fait, c'est la terreur qui évoque. Vous voyez, quand nous sommes face à quelque chose qui nous terrorise, et ben on se retrouve pétrifié. Enfin, on se retrouve sans réaction. En fait, le cerveau bug. Le référentiel, toute cette accumulation de choses négatives, finissent par vous faire bugger le cerveau. donc, euh, donc voilà. Donc pour moi, l'ego, c'est ça. On peut utiliser l'image. Donc, c'est pour ça qu'on parle de brandir les armes, en fait. Brandir le bouclier égocentrique. Donc le patient vient abaisser ses armes, abaisser son bouclier, puis en même temps il se retrouve donc sécurisé du fait que le praticien, c'est pour ça que dans son bureau on retrouve tous ses diplômes encadrés, affichés au mur, de façon à ce que la personne qui est reçue immédiatement voit qui elle a affaire, qu'elle se dise oh regardez-moi ça dis donc. Oh, ces études de psychologie, mais quel cursus, c'est incroyable, étudié à Paris, à Lyon, Marseille, Copenhague, Rio de Janeiro. J'ai envie de m'amuser. Euh, voilà. Et donc, ça répond encore à toutes ces interprétations. Donc, ça titille son référentiel. Elle se trouve entre de bonnes mains, elle se sent entre de bonnes mains, vous voyez, prête à se faire modeler quelque part. Mais donc suite à cela, le praticien pourra par différents mécanismes appuyer sur des automatismes, parce que ouais, je suis navré, mais la société nous conditionne. Voilà. Intéressez-vous un peu aux travaux de Ivan Pavlov et puis même du neveu de Freud. Oula, je contracte les mots pour aller plus vite. Je fais je, je fais de la sténographie verbale. Et ouais, quelquefois, ce que j'appelle la sténographie verbale, c'est que je prends des raccourcis. En fait. Je vais finir par parler qu'en onomatopée, mais peut-être qu'avec des onomatopées, on aura accès peut-être à un échange d'informations plus cristallin, débarrassé de toutes nos interprétations, de toute cette comédie humaine, pour faire un clin d'œil à Balzac. Euh, de façon à pouvoir accéder plus rapidement à la synthèse en fait. Et donc, on retourne sur ce mécanisme. Oui, donc j'évoquais donc le neveu de Freud, qui est Edouard Bernays, qui donc théorisa à fond la caisse le conditionnement et s'est appuyé sur les travaux de Pavlov et puis de son oncle, Sigmund Freud, afin d'avoir accès à la psyché humaine, donc à tous ces automatismes
de façon à nous nourrir, à nous remplir la tête de plein de conneries, pour pouvoir faire marcher cette société, voilà, qu'on porte sur nos épaules. On va prendre l'image d'Atlas qui porte le monde sur son épaule. Je suis sûr que ça résonne en vous parce que cette image, dans l'inconscient justement, eh ben, ça parle à la conscience, cette image de porter le monde sur le dos. Voilà, on se retrouve avec plein de responsabilités que, bon, je ne sais pas pourquoi on s'y retrouve comme ça. Mais on porte les responsabilités des tiers, d'autrui, vous voyez. Ah bah tu comprends, la loi, il faut respecter la loi. Ah bah tu comprends et tout, mais franchement, il n'y aurait pas l'État, mais ce serait l'anarchie, franchement. Bah oui, ce serait l'anarchie. On s'entretuerait tous, et puis ce serait la guerre, et puis ceci, et puis cela. Que des images réjouissantes, vous voyez. C'est tout ce que ça évoque, en fait. Que des trucs rigolos, des trucs sympas, alors que par exemple, eh ben, sans l'humain, sans sa société, eh ben, lorsque l'on lève la tête la nuit, ben, on perçoit des étoiles dans le ciel. N'est-ce pas beau? Et lorsque l'on regarde la splendeur d'un arbre, eh ben, l'arbre, c'est un humain, l'arbre. Il a été constitué par un humain. Bon, d'accord, ben, l'humain, après, il peut le croiser avec une autre espèce ou le tailler comme il veut, mais bon, l'essence même de l'arbre, ben, c'est l'arbre. En fait, l'arbre est issu de la nature comme nous-mêmes, en plus. Mais je ne sais pas pourquoi on s'extrait constamment notre, de notre ensemble, en fait. Pour en faire quelque chose, bah, ouais, on retraite l'information. En même temps, c'est logique. Vous voyez, en fait, les choses sont constituées ainsi, en fait. Il faut pouvoir la voir dans son entièreté. Puis ça évite toutes ces frictions, justement, de poser sans arrêt des notions de bien et de mal partout, comme ça, d'y faire des échelles de valeur, des hiérarchies partout, des pyramides de Panzi, des machins, des pyramides de Panzi verticales, des pyramides de Panzi inversées. Euh, Ah bah tiens, c'est marrant ça me fait penser à l'étoile de David, le symbole de la religion juive. Ah bah en fait, leur étoile à 6 branches, bah, ce sont deux pyramides de Panzi croisées en fait, une, une vers le haut, une vers le bas, puis ça parle de l'unité, et voilà. Ah bah tiens, bah ça a un sens. En fait, j'ai pas encore étudié ce qu'était exactement l'étoile de David. Bah, je m'en suis arrêté à la symbolique en fait. Ah, parce que des fois, voilà. Il me faut bien encore quelques petites choses comme ça où je peux aller gratter. Sinon, bah, cher à quoi? Vous voyez. Bah oui. Sinon, bah, ma conscience, a fait quoi de ça alors? Qu'est-ce qu'elle fait de mes deux bras, deux jambes, mes 10 doigts, mes 2 yeux, mes 2 trous de nez, de mes 2 narines, de mes 2 esgourdes, si je n'ai plus rien à observer, à expérimenter, vous voyez? Il y a des gens aussi, c'est ça qui est drôle, ils veulent être omniscients, ils veulent tout savoir, tout sur tout. En fait, c'est leur ego qui parle parce qu'ils ont l'impression de dominer, vous voyez, d'être comme sur une chaise d'arbitre pendant un tournoi de tennis, et puis qui sont là et qui regardent les autres faire, qui disent non, ça c'est bien, non, ça c'est mal. Tu vois, toi à droite t'es bien, toi à gauche t'es pas bien. Ah, ça s'est inversé, bah toi à gauche t'es bien, puis toi à droite t'es pas bien. Vous voyez? Bah en fait c'est ça, c'est l'ego tout puissant qui vous met au-dessus, qui vous donne l'impression d'être au-dessus de tout le monde comme les géants, vous voyez, comme les monstres dans les films japonais qui arrivent, comme Godzilla qui arrive et qui pète la ville et qui veut écrabouiller tout le monde. Mais au moins Godzilla, elle avait un sens. Elle allait là parce qu'elle voulait protéger ses petits. Alors que l'égocentrisme, c'est quoi? Son petit, bah si. Comme on s'engendre soi-même, bah son petit, c'est soi, en fait. Oula. Voilà, voilà. Donc je suis un peu parti dans le labyrinthe de mon raisonnement. Bon, vous voyez l'idée directrice. Donc, pour revenir sur la psychanalyse, donc le praticien doit avoir accès à l'intériorité de son patient, mais tout en le mettant en confiance, car sans confiance, il ne se livrera jamais. Voyez. Et il met en place aussi, de toute façon, c'est étudié dans ce mode de psychanalyse, de toute façon, plusieurs biais de surprise et de déstabilisation. C'est-à-dire, il peut mettre en confiance totale son patient. Une fois passé l'étape donc de la mise en confiance du rapport à l'autre, où la plupart des humanoïdes ont besoin d'un contact visuel, de rentrer dans les yeux de l'autre comme ça pour lui parler comme ça, parce qu'en fait, comme l'échange informationnel en fait passe souvent, en fait, on va dire, le sens
oh, allez, on va dire primordial, c'est l'observation, donc c'est l'œil, mais l'œil c'est aussi une image parce qu'on peut percevoir par le son, etc. Bon, vous voyez où je veux en venir, mais une fois de plus, pour faire circuler l'information plus vite, on est obligé de prendre des raccourcis, donc on va se baser sur l'œil. Donc ils ont besoin d'un contact visuel, de regarder l'autre en fait, parce qu'on dit aussi, il y a toutes ces interprétations, mais elles ont un sens, l'œil est le miroir de l'âme, voyez. Et l'œil est dans l'immédiateté. Il fait aussi, il envoie aussi des codes à l'autre en fait. Il lui envoie des informations. Donc une fois cette étape passée, et ben le professionnel, le psychanalyste, eh ben, reste sur sa chaise. Le patient généralement est allongé de façon à ce qu'il se trouve dans un environnement confortable et en confiance, un cocon. Et pendant ça là, en fait, le praticien, on ne le voit pas toujours, mais il a des notes, en fait. Et sur ces notes, il a tous ses schémas préétablis, parce que lui aussi, bah, il a des schémas préétablis. C'est ce que lui on enseigne et ses études, en fait. Et en fait, bah, lui aussi, avec ses petits automatismes, bah, de temps en temps, bah, il surprend son patient en posant une question, en le laissant donc parler seul. Donc le patient il peut être dérouté. En même temps, ça, voilà, c'est ça, c'est de façon à pouvoir accéder à son intériorité, il doit sortir de sa zone de confiance. Donc, Donc, eh ben, il faut le déstabiliser. En fait, c'est de la déstabilisation mentale. Donc, il laisse parler, machin, machin. Hop, d'un coup, bah, tantôt ça dure 15 minutes, tantôt ça dure une heure, tantôt une heure. Ouais, je crois que c'est pas aller jusqu'à une heure. Ou une demi-heure ou trois quarts d'heure. Bon, allez, en tout cas, les analyses, la psychanalyse freudienne, elle va jusqu'à trois quarts d'heure. Donc, déjà, il le déstabilise sur cette notion de durabilité parce qu'en fait, le patient, il ne sait pas exactement quand est-ce que ça va se terminer. Donc, il a plutôt intérêt à embrayer, à passer la seconde. Ouh là là, ça se trouve, aujourd'hui, ça va durer 15 minutes, alors tu as intérêt à embrayer. Mais tout ça inconsciemment. Et lorsque le patient finit par... alors, s'il n'arrive pas à lâcher quelque chose, bah, le praticien peut tout d'un coup émettre un son ou lui poser une question crue ou de façon à le déstabiliser. Mais généralement, il essaie de faire en sorte que chaque séance ne se ressemble pas. Vous voyez, tantôt, il aura une séance avec son patient où il va le bombarder de questions. Tantôt, bah, il n'y aura pas de questions. Et puis il y a aussi toute l'impression qu'il donne, les informations physiques, visuelles qu'il va donner à son patient. C'est-à-dire il va pouvoir donner l'impression qu'il est agacé, de bonne humeur, irrité, triste. Vous voyez toutes ces choses-là en fait. Déjà prédéterminées à l'avance. Il prépare sa séance en fait. Et je me demande d'ailleurs s'ils n'ont pas un calendrier comme ça où ils perçoivent en fait leur façon de switcher les praticiens comme ça. Ce serait intéressant à savoir. Ça. Oh, ça doit faire partie de la méthode en fait, tout simplement. Oui, c'est la méthode. Je pense que c'est déjà prédéterminé. Vous voyez, moi par contre, je suis très mauvais à ça en fait. Moi, me faire psychanalyser, aïe aïe aïe. Je vois les calculs en fait, ça me saute à la tronche en fait. Je vois les schémas, mon cerveau, il est, bah, comme tout le monde, j'ai un cerveau prédictif, donc eh ben, il anticipe, voilà. J'anticipe. Et moi, c'est ma façon d'anticiper, c'est de percevoir les schémas en fait. Voilà. Mais bon, je pense que tout le monde peut le faire. Puis, puis même, je pense sincèrement que il y a bien eu un moment dans votre vie où vous vous êtes retrouvé à une situation où vous avez perçu les schémas en fait. Vous avez perçu par exemple où vous voulez en venir une personne. Bah voilà, bah ça c'est un décryptage en fait de son fonctionnement. Voilà, de son fonctionnement mécanique. Voilà, vous avez fait une synthèse du coup. Bah oui, vous avez eu accès à la synthèse. Vous avez synthétisé la personne. Voilà. J'ai évoqué donc la déstabilisation, que ce soit par la durée ou l'humeur que pouvait donner l'impression d'être celle donc du praticien, de façon à mener donc son patient à être dans la déstabilisation. Parce que en fait, comme nous avons, pour revenir sur l'image, c'est pas une image sur le fait qu'on a un cerveau prédictif.
Et ben en fait, c'est le corps qui s'exprime en fait, qui essaie de tout anticiper. Et puis, il y a les boucliers, les machins, les bidules. Et ben, et ben en fait, l'inconscient il s'exprime là où alors, en fait le corps est déstabilisé. Voilà, en fait, c'est là qu'il puisse avoir accès à l'inconscient de son patient. Donc il doit le déstabiliser, le secouer en fait, pour prendre l'image, le secouer comme un prunier pour que l'arbre donne ses fruits. Voilà. Et qu'est-ce que le fruit du patient? Bah, c'est l'accès à sa synthèse en fait. Voilà ce qu'il a constitué synthétiquement. Et donc, là-dessus, quand le patient lâche une information, alors une information crue parlant de lui-même, le praticien perçoit en fait comme justement la chute de l'ego de son patient, parce que c'est là qu'on peut avoir accès à la conscience. C'est quand l'ego, on lui fout le coup de pied au cul et qu'on le fait dégager, qu'on le renvoie dans sa niche en fait. L'ego, c'est aussi un chien de garde qui aboie un petit roquet qui fait waf comme ça. Quand vous vous retrouvez face aux autres et que vous avez besoin de la raboter dessus, de montrer toute votre puissance de votre être, le Dieu intérieur qui vous anime. Voilà, au secours quoi. Et ben donc, une fois que c'est fait, le praticien met fin donc à la séance. Donc là, par contre, ça peut être d'une raison pratique. Donc là, pour le coup, la séance, ça peut être de 10, 15, 30, 3 quarts d'heure. Mais là, par contre, elle revêt, cette, euh, cette fin de séance revêt donc un aspect pratique qui est qu'en laissant le patient sur la donnée qui a été échangée, donc ce qui lui a semblé pertinent au praticien, ce qui permet donc au patient de cogiter là-dessus, de pouvoir tourner et retourner dans sa tête, dans son donc de passer du subconscient au conscient, voilà, du subconscient au conscient, donc de rentrer dans la mécanique, de pouvoir tourner tout cela dans tous sens en fait et de décortiquer l'information, ce qui peut l'amener ensuite à retrouver les autres pièces du puzzle, vous voyez. Et donc de cette manière, on peut avancer. La personne peut commencer enfin à ouvrir les yeux sur son fonctionnement et donc tout ce qui lui amène à ressentir toute cette douleur qui n'est que interprétation par les sens, information originelle transmise au cerveau, mais faisant surréagir son pathos, c'est-à-dire tout son sentiment, ce qui fait que ça l'amène à du ressentiment et donc la douleur en fait. C'est de la surinterprétation informationnelle. Voilà. Ah, ça c'est synthétique ça. Voilà. Donc, ouais, j'avais envie d'évoquer cela. C'est pas spécialement. Ça n'a pas un rapport avec la philosophie, mais ça a un rapport à mes réflexions. Et en même temps, en fait, l'ontologie, c'est donc la scission, la fragmentation en fait, des sciences humaines, on dira. Sciences humaines, ouais, ou sciences universelles, tiens, comme ça englobe encore plus de trucs. Voilà, le décryptage en fait de toutes ces sciences. Donc on tombe dans l'ontologie, ce qui permet distinguer des disciplines en fait. Voilà, de pouvoir construire et délimiter donc une discipline. Mais en fait, elles s'imbriquent toutes les unes aux autres une fois de plus, et une fois qu'elles sont toutes imbriquées les unes aux autres, on arrive à l'épistémologie. Donc, c'est-à-dire la science de l'ensemble, en fait. Là, on peut faire encore avoir accès à une autre synthèse, en fait. Une synthèse, qu'est-ce que c'est? C'est la somme, c'est le résultat de calculs qui ont été faits en amont. Donc, en fait, c'est par exemple, alors c'est vraiment pour arriver à une finalité, enfin, une finalité, j'aime pas ce mot-là, pour arriver à quelque chose d'avancé dans les observations donc de toutes ces disciplines, c'est la somme, voilà, voilà, c'est dit, la somme de toutes ces disciplines, voilà. Donc la résultante, c'est l'ontologie. Voilà. Alors, on arrive quasiment déjà à 40 minutes. Alors, je suis vraiment parti. C'est l'improvisation. Il y en a qui font du stand-up avec leur pathos ou naissance. D'ailleurs, c'est bien parce qu'ils se moquent en fait
la société et nos perceptions. Donc en fait, on en rigole parce que ça résonne en nous, parce qu'il y a tout un stress derrière tout cela. Et en fait, le rire, c'est un soulagement. En fait, vous soulagez quand vous rigolez. Le comique vous amène à une situation de stress et en fait, il vous permet de la dédramatiser. Et donc, du coup, vous relâchez votre tension dessus et votre cerveau vous donne de l'endorphine, en fait, qui est captée par vos synapses et qui vous apporte ce sentiment de bien-être. Vous voyez, c'est aussi quelque part un accès donc à la synthèse et à la dédramatisation. Donc ça, c'est une façon de se recentrer, de se repositionner en fait. Voilà. Et oui, quelque part c'est une part de cette impression de liberté en fait. La liberté, c'est une récompense que nous offre le cerveau. Ou il y a encore une liberté encore plus profonde qui est celle, le remerciement, même je perçois ça, mais je ne peux pas totalement vous l'expliquer, qui est que la conscience en fait nous remercie de la laisser interagir au maximum en fait. Voilà. Bah ouais, tiens, je vous remercie pour votre écoute parce que c'est quelque chose de précieux. Voilà. Et j'espère que ça fait écho en vous en fait. Voilà, que ça a résonné et que ça va vous amener à d'autres observations. Moi, ce que j'échange avec vous, ça n'a strictement rien de figé. Et franchement, c'est tout ce que j'évite. C'est que rien ne soit figé parce que justement, quand quelque chose est figé, devient inerte, donc immobile, et finit par disparaître. Voilà. Donc là-dessus, je vous souhaite bon vent.